prétendants lui sont Plusieurs présentants lui sont présentés, mais Charlotte, qui jouit d'une certaine liberté, ce qui n'était pas fréquent à l'époque, penche d'emblée pour Maximilien de Habsbourg, considérant que ses hautes qualités, du moins en apparence, constituent une garantie de bonheur. La rencontre éphémère a lieu à Bruxelles en mai 1856 et informé de l'effet positif qu'il a produit à la cour de Belgique et en particulier sur Charlotte, qui est sur le point d'avoir 16 ans, Maximilien, donc frère cadet de François-Joseph, l'empereur d'Autriche et mari de la célèbre Sissi, se montre assez favorable, quoique sans grand enthousiasme, à la proposition de Léopold Ier d'entamer des négociations en vue d'un éventuel mariage. Et selon André Castelot, à son jeune frère Charles-Louis, Maximilien aurait écrit à propos de Charlotte: « Elle est petite, je suis grand, ce qui doit être. Elle est brune, je suis blond, ce qui est bien aussi. Elle est très intelligente, ce qui est un peu ennuyeux, mais sans doute en viendrai-je à bout. » Ce qui, comme le commente Michel de Grèce dans sa biographie romanesque, n'est pas à proprement parler l'aveu d'une folle passion. La période des fiançailles constitue, semble-t-il, un long enchantement, du moins pour Charlotte qui se persuade que son archiduc sera le mari idéal. Bien sûr, elle ignore toutes les négociations assez dures autour du montant de la dot, ainsi que des exigences financières de Maximilien, qui, à l'époque, projette de faire construire le château de Miramar, près de Trieste sur l'Adriatique, mais les fonds lui manquent pour mener à bien ce projet très coûteux. Et en contrepartie, afin que sa fille quitte la Belgique en quasi-souveraine, Léopold Ier obtient de François-Joseph qu'il nomme son frère Maximilien vice-roi du royaume de Lombardie-Vénétie. L'union est célébrée à Bruxelles fin juillet 1857. Charlotte vient d'avoir 17 ans. Que se passa-t-il pendant la nuit de noces, au sortir de laquelle Charlotte ne cessait de manifester sa surprise? Il semble bien, d'après le récit quelque peu énigmatique et coquin qu'en fit son frère aîné Léopold, que cette nuit ne fut pas une réussite. Dans un de ses carnets, Léopold note, et je le cite, « Ma sœur seulement était très surprise et répétait sans cesse « Comme cela m'étonne, comme je suis étonné ». Inutile de dire qu'ils ont passé une très mauvaise nuit et se sont fort échauffés. » De là, les questions que se poseront les historiens. Le mariage fut-il réellement consommé? Maximilien était-il impuissant ou homosexuel? Quant à Charlotte, n'était-elle pas trop étroite? Autant de rumeurs qui courront, et pour longtemps, et qui, comme vous pouvez l'imaginer, feront la joie et alimenteront l'imagination des romanciers qui se pencheront sur ce couple impérial peu banal. Je passe rapidement sur les années qui suivent et qui vont du voyage de noces à Vienne durant l'été 1857 jusqu'au moment où, en avril 1859, François-Joseph, qui juge trop libéral les idées de son cadet, le démet de ses fonctions de gouverneur de la Lombardie-Vénétie. Ce qui obligera le couple, meurtri et sans emploi, à se retirer à Miramar pour une période de 5 ans, au terme de laquelle ils mettront le cap sur le Mexique. Des années au cours desquelles le couple, donc ces 5 ans à Miramar, le couple se délite progressivement, une période de dépression au cours de laquelle une première fêlure se serait produite entre les époux, dont personne n'ignore les disparités de nature, d'esprit et de caractère. Une crise accentuée d'une part par l'absence de tout signe de maternité chez Charlotte. Bien entendu, à l'époque, lorsqu'un couple ne peut pas avoir d'enfant, c'est la femme qui est cruellement montrée du doigt. Et d'autre part, par les escapades répétées de Maximilien à Vienne, où il aurait eu quelques aventures extra-conjugales,
notamment, selon certains romanciers particulièrement cancaniers, avec sa belle-sœur, la légendaire Sissi, histoire de pimenter le récit. Ici, vous voyez un tableau de Cesare dell'Acqua de 1863, Sissi qui arrive à Miramar en mai 1861. Et enfin, donc, une crise accentuée également par le fait que Maximilien aurait contracté une maladie vénérienne lors d'un voyage qu'il effectue en solitaire au Brésil, la patrie de sa première fiancée morte jeune, qui était Maria Amelia de Bragance. Alors, ce qui va sauver le couple, du moins momentanément, c'est une proposition qu'il aurait faite officiellement le 10 octobre 1861, une proposition de Napoléon III par l'intermédiaire du comte Bernard von Rechberg, ministre des Affaires étrangères de François-Joseph, et cette proposition est celle d'occuper le trône du Mexique. Alors, je vous rappelle à cet égard que l'occupation et la conquête du Mexique, ainsi que la création du Second Empire mexicain 1864-1867, étaient alors considérées comme la grande pensée du règne de Napoléon III. La ronde de consultation et de négociation qui s'engage durera environ 2 ans et demi, et en octobre 1863, le 3 octobre 1863, Maximilien et Charlotte reçoivent la visite d'une délégation mexicaine qui est chargée de tenter de convaincre définitivement Maximilien d'accepter la couronne du Mexique, ce qu'il fera. Et dans les milieux gouvernementaux français, ils seront désormais surnommés les archiducs. En effet, parfaitement conscient du guêpier dans lequel il les envoyait, Napoléon III lui-même aurait dit « à sa place, je n'aurais pas accepté ». Leur intronisation a lieu à Miramar le 10 avril 1864 et 4 jours plus tard, le 14 avril, persuadés qu'ils sont les envoyés de Dieu, les nouveaux souverains embarquent sur la frégate Novara à destination du Mexique. S'ils s'attendaient à être reçus au Mexique avec tous les honneurs, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils seront aussitôt déçus. En effet, à Veracruz, où ils débarquent fin mai 1864 et où sévit la fièvre jaune, el vómito negro, rien n'est organisé pour les accueillir. Il est vrai qu'ils sont en avance de 2 jours sur le programme prévu. Et là, bon, on peut commenter un petit peu les photos et les dessins qui sont faits à l'époque. On a l'impression qu'ils sont reçus en grande pompe, mais ce ne fut pas du tout le cas. Alors, ils font leur entrée solennelle à Mexico le 12 juin 1864, sous les applaudissements, pas forcément spontanés de la foule. Si Charlotte avait espéré que cette nouvelle vie loin de Miramar lui ramènerait son mari, il lui faudra bien vite déchanter. En effet, dès la mi-août, fouillant son foyer, Maximilien entame une série de voyages en province, soi-disant pour mieux connaître son empire et ses nouveaux concitoyens, des absences pendant lesquelles la jeune impératrice, elle n'a que 24 ans, va, au dire des témoins, assurer la régence avec efficacité, intelligence et lucidité. Ces régences seront pour elle des moments de grande activité et de bonheur, mais Charlotte a beau tenter de rassurer ses proches en leur faisant l'éloge de son époux et insister sur l'union parfaite qui règne entre eux, il va de soi que le malentendu qui date de Miramar n'est nullement dissipé. Alors, Maximilien serait-il jaloux des succès remportés par Charlotte lors de ses régences? C'est fort possible, de telle sorte qu'il l'écartera peu à peu du pouvoir pour lui confier des activités sociales et charitables. On peut bien entendu deviner les blessures d'amour-propre ressenties par cette jeune impératrice, dont tout le monde souligne les grandes qualités et l'intelligence face à un mari franchement velléitaire. Charlotte mène désormais une vie de plus en plus solitaire, qui rend plus que chimérique l'espoir qu'elle a encore de donner un héritier au trône. D'autant plus que Maximilien
se rend de plus en plus fréquemment à Cuernavaca, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale, pour y retrouver de jeunes et jolies indiennes ou métisses, comme Concepción Sedano, qui lui donnera un fils à la fin juillet 1866, ce qui renforce évidemment la thèse selon laquelle l'absence de descendance du couple impérial est due à la stérilité de Charlotte. Alors, c'est sans doute le désir de se distraire de ses déboires conjugaux et autres qui décide Charlotte, en novembre 1865, à accepter d'entreprendre sans Maximilien un voyage de plusieurs semaines dans la péninsule du Yucatan. L'accueil qui lui est réservé par les populations, majoritairement indiennes et, d'après les témoins, fort enthousiastes, mais le 8 décembre, à Uxmal, pendant la visite de la célèbre pyramide et des palais, Charlotte se sent brusquement indisposée. Et le 22 décembre 1867, dans une lettre à Maximilien, elle lui confie qu'à Uxmal, je la cite, « Par moments, il me semblait qu'il y avait du poison dans l'air ». Alors, apparemment, Charlotte a pensé que ses nausées et sa somnolence durant son séjour au Yucatan pouvaient être le signe d'un empoisonnement dû à une drogue qui aurait été ajoutée à sa nourriture. Charlotte a-t-elle été réellement victime d'une tentative d'empoisonnement, d'un geste criminel par vengeance politique ou amoureuse? Les avis des historiens sont assez partagés sur la question. Une question qui donnera lieu à toutes sortes de légendes, de commentaires, de récits rocambolesques. Ce qui est certain, c'est que cette phobie de l'empoisonnement ne va plus la quitter. À son retour du Yucatan, donc fin décembre, une triste nouvelle attend Charlotte. Son père, le roi Léopold Ier, est décédé le 10 décembre en répétant, dit-on, plusieurs fois le prénom de Charlotte. Mais on est en droit de se demander de quelle Charlotte il se souvenait alors, de sa première épouse, dont il était très amoureux et qui est morte très jeune, ou de sa fille engagée dans l'aventure mexicaine, ou des deux à la fois. Le mystère est complet. Au cours des semaines et des mois suivants, les contrariétés vont s'accumuler. C'est ainsi qu'à la mi-février 1866, le baron Ernest Edmond Saillard est chargé par Napoléon III de remettre à Maximilien une lettre dans laquelle l'empereur des Français annonce à l'empereur du Mexique le rapatriement prochain et progressif des troupes françaises, une mesure, bien entendu, par laquelle il signe la liquidation du Second Empire mexicain. Maximilien envisage alors sérieusement d'abdiquer, mais Charlotte s'y oppose, considérant qu'une telle résolution est une lâcheté impardonnable, et elle va lui proposer de rentrer elle-même en Europe. Rentrer en Europe pour y plaider leur cause auprès de Napoléon III et pour obtenir, par la signature d'un concordat, le soutien du Vatican et le ralliement de l'Église mexicaine à l'Empire du Mexique. Le 9 juillet 1866, accompagnée de quelques fidèles, Charlotte quitte Mexico en direction de Veracruz. Au cours du trajet et à son arrivée dans le port, dans la cité portuaire, se seraient produits de petits incidents révélateurs de son instabilité mentale croissante. À l'époque, la traversée jusqu'à Saint-Nazaire dure 4 semaines, pendant lesquelles Charlotte s'enferme dans sa cabine. Elle a le mal de mer, elle est irritable, elle a des nausées, ce qui fera couler pas mal d'encre, tant de la part des historiens que des romanciers. Certains historiens émettront l'hypothèse qu'elle est alors enceinte. Mais enceinte de qui? De son mari, avec qui elle n'avait pas beaucoup de relations, ou d'un de ses prétendus amants. De nombreuses médisances se propageront à ce propos, notamment celle selon laquelle Charlotte aurait succombé au charme d'Alfred van der Missen, qui était le chef de la Légion belge envoyée au Mexique par Léopold Ier. L'arrivée à Saint-Nazaire se fait le 8 août 1866
et marque le début d'une nouvelle série de déboires pour Charlotte. Impossible ici de raconter toutes les anecdotes rocambolesques, plus ou moins invraisemblables ou tout à fait invraisemblables concernant le séjour de Charlotte en France. À Paris, l'impératrice du Mexique essuiera de nombreuses désillusions. Les entrevues avec Napoléon III, avec son épouse Eugénie de Montijo, et ainsi qu'avec les ministres, au cours desquelles elle ne se gêne pas pour rappeler haut et fort à l'empereur des Français les promesses qu'il leur a faites à Maximilien et à elle 2 bonnes années auparavant, et pour l'obliger à tenir ses engagements. Donc, toutes ces entrevues se solderont par des échecs, puisque Charlotte n'obtiendra rien de ce qu'elle exige, à savoir le maintien des troupes françaises au Mexique. Alors, comme le souligne l'historien Alain Gutmann, que je cite, ce qui a pu se produire de plus sensationnel, notamment le 11 août, dans le cabinet de l'empereur est plus douteux. Nous le tenons de récits généralement peu sûrs et d'ailleurs souvent contradictoires, mêlant souvent cet entretien avec d'autres qui eurent lieu les jours suivants et faisant entrer en ligne de compte d'autres soucis que celui de la vérité historique. Gutmann se réfère principalement au fameux épisode du verre d'orangeade, dont il existe plusieurs récits, dont certains tout à fait fantaisistes. Et comme le dira Reinach, le problème, c'est que ces récits furent popularisés par plusieurs historiens et de nombreux romanciers et qui font donc malheureusement autorité. Selon le récit très populaire de Madame del Barrio, qui est une dame de compagnie de Charlotte, celle-ci aurait alors accusé Napoléon III et l'impératrice Eugénie de tenter de l'empoisonner et les aurait insultés. Et donc, vous voyez ici la citation donc, concernant donc, ce que Charlotte aurait dit, selon Castelot, à Napoléon III et à Eugénie. Alors, désormais, donc, comme l'indique Castelot, la folie de la persécution ne la quittera plus et la haine qu'elle éprouve pour Napoléon III ne fera que croître. Le 25 septembre 1866, au soir, Charlotte arrive à Rome, persuadée qu'elle est poursuivie par des espions envoyés par Napoléon pour l'assassiner. Les entretiens qu'elle aura avec le cardinal Giacomo Antonelli, secrétaire d'État du Saint-Siège, puis avec le Saint-Père, seront tout aussi décevants. Et c'est indiscutablement lors de ce séjour à Rome, d'une quinzaine de jours, donc du 25 septembre au 9 octobre 1866, que Charlotte donnera de nombreux signes de sa faiblesse mentale. Comme vous pouvez l'imaginer, les historiens et à leur suite les romanciers ne se priveront pas pour les relater en détail, et parfois en exagérant considérablement les faits. Parmi les très nombreuses anecdotes vraies ou fantaisistes sur ce séjour à Rome et qui témoignent de la déchéance mentale de Charlotte en proie au délire de persécution, on peut en retenir 2. Alors, première anecdote, par crainte d'être empoisonnée, Charlotte refuse de boire et de manger ce qu'on lui offre, de telle sorte qu'elle préfère se désaltérer en buvant l'eau des fontaines publiques, comme celle de Trévis. Elle exige par ailleurs que sa camériste viennoise Mathilde Oblinger lui prépare ses repas en sa présence, dans sa chambre d'hôtel, sur un petit fourneau à charbon, notamment des poulets qu'elle achète vivants et qui sont égorgés devant elle. Et la femme de chambre doit goûter les plats en premier lieu, et selon l'historienne Dominique Paoli, un chat servirait même de second auteur. Deuxième anecdote, lors d'une de ses visites à Pie IX, poussant des cris effroyables, Charlotte refusera de quitter le Vatican et de rentrer à son hôtel, et le pape sera bien obligé d'accepter qu'elle loge dans la bibliothèque vaticane en compagnie de Madame del Barrio,
Et donc Charlotte sera la première femme à passer la nuit au Vatican, ce qui, au dire de plusieurs historiens, provoque beaucoup d'émoi chez tous ceux qui sont présents. On peut imaginer l'inquiétude de l'entourage de Charlotte, informé des débordements de celle-ci, mais on peut également se demander si tous ces événements de ce séjour à Rome n'ont pas été grossis à l'époque par certains témoins et pour quelles raisons. Certains de ses proches voulaient-ils se venger de Charlotte, qui n'était pas facile à vivre et pouvait parfois se montrer fort hautaine à leur égard. Tout le monde s'interroge sur l'origine de la déchéance psychique de Charlotte. A-t-elle réellement été empoisonnée au Yucatan comme elle le prétend? Son désarroi mental est-il la conséquence de l'échec du rêve mexicain, d'une éventuelle mauvaise conscience des illusions perdues de cette femme très ambitieuse, ou du fiasco de sa vie conjugale, des humiliations reçues de la part de son mari, d'un sentiment de culpabilité lié à son incapacité à donner un héritier à Maximilien. Toujours est-il que la Cour de Belgique décide de déléguer Philippe, donc le frère de Charlotte, à Rome, avec la mission de la reconduire à Miramar, ce qu'il fait le 11 octobre 1866. Ce jour-là, donc, Philippe va envoyer une très longue lettre à son frère aîné Léopold II, donc, qui est à ce moment-là déjà le roi des Belges. Et bon, je vous cite, si je vous ai mis deux extraits, je vais vous lire le second. Je crois, moi, que l'impuissance notoirement connue de son mari y est pour beaucoup. Si elle avait eu des enfants, son imagination se serait occupée d'autre chose que de politique et le sang eût pris une autre direction. On dit que Max ne l'a jamais touché, combien ce mariage a été peu réussi et que d'ennuis et de chagrin on a eu et on aura. Charlotte séjournera à Miramar jusqu'en juillet 1867, c'est-à-dire pendant environ 8 mois et demi. Et la question qui se pose ici est de savoir dans quelles conditions elle y a séjourné. En effet, dès son arrivée sur les bords de l'Adriatique, Charlotte est prise en main par les psychiatres autrichiens Auguste Gilek et Joseph Riedel, qui préconisent de l'isoler afin d'éloigner d'elle toute personne susceptible de la ramener vers ses idées fixes. Charlotte est alors tout d'abord claustrée dans le château de Miramar, mais elle s'en échappe quelques jours après son arrivée, ce qui oblige son entourage à l'enfermer au Castelletto, qui, pour l'accueillir dans l'état où elle était, dut subir quelques aménagements. Donc, par exemple, les fenêtres seront vissées afin de prévenir toute tentative de fuite. Et c'est là que Charlotte vivra isolée durant les mois à venir. Séquestrée ou sous surveillance médicale, les avis des historiens divergent sur ce point, mais grâce à sa persévérance, l'historienne Dominique Paoli a eu accès au rapport du docteur Gilek qui suivit l'impératrice durant son séjour à Miramar. Alors, ce journal inédit constitue sans conteste la meilleure source d'informations sur cette période, d'autant plus que ces notes, rédigées presque au quotidien, étaient destinées au seul usage du psychiatre et non à être communiquées aux membres de la famille, aux proches de l'impératrice, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune censure. Ce que dévoile surtout ce rapport, outre qu'il sape la légende selon laquelle Charlotte aurait été isolée afin de dissimuler une grossesse, donc ce que dévoile ce rapport, c'est que les mois qu'elle a passés à Miramar ne ressemblent pas du tout à la description dramatique et nullement innocente qui en fut diffusée à l'époque et durant des décennies par la Cour de Belgique, version selon laquelle Charlotte était séquestrée par la Cour d'Autriche et qu'elle aurait été maltraitée, voire torturée. Lorsqu'elle n'est pas en proie à ces idées délirantes de persécution, Charlotte développe l'idée fixe que Maximilien et elle-même sont prédestinés à gouverner un grand empire mondial
et que son époux viendra la chercher très bien. Sans nouvelles de son mari, Charlotte commence peu à peu à s'inquiéter. Aussi, dès le début du mois d'avril 1867, le docteur Gilek se décide à l'informer de la tournure des événements au Mexique, notamment du retrait des troupes françaises et du siège par les hommes de Benito Juárez de la ville de Querétaro, où Maximilien s'est retiré avec ses hommes. Lorsqu'à la fin juin 1867, la nouvelle de la mort de Maximilien, qui a été fusillé le 19 juin sur le Cerro de las Campanas, donc la colline des cloches, est connue en Europe, les médecins s'opposent à ce que la veuve en soit informée, craignant entre autres qu'en apprenant l'exécution de son mari, elle ne veuille s'échapper pour aller le remplacer au Mexique. Avant que Dominique Paoli ne découvre en ce début du XXIe siècle le rapport du docteur Gilek, la plupart des historiens défendaient la thèse selon laquelle Charlotte était séquestrée à Miramar, et ce pour plusieurs raisons, dont la principale était que la famille impériale autrichienne considérait qu'elle était la responsable du drame mexicain et de la mort de Maximilien. Je vous rappelle qu'elle avait refusé que Maximilien abdique et qu'elle devait en subir les conséquences, notamment financières. Cependant, selon les versions antérieures d'André Castelot et d'autres historiens, des versions qui encore aujourd'hui ont la vie dure, notamment chez certains écrivains, pour expliquer cette espèce d'incarcération enveloppée de mystère, il devait y avoir une raison secrète. Charlotte était-elle enceinte au moment de quitter le Mexique? Et effectivement, si Charlotte avait entendu un enfant de son époux, cela aurait supposé un énorme embarras pour la cour autrichienne, car cet enfant pourrait un jour revendiquer ses droits à la couronne mexicaine ou, plus fâcheux encore, à celle des Habsbourg. Dans ces conditions, ne valait-il pas mieux cacher la grossesse de Charlotte et faire disparaître cet héritier très encombrant dès sa naissance? Alors, à cet égard, André Castelot et l'historienne belge Mia Kervoort font longuement référence au fameux mystère Maxime Weygand, ce célèbre général français né officiellement le 21 janvier 1867 à Bruxelles, de mère et de père inconnus, et dont Charlotte serait la mère et Maximilien peut-être le père. D'où toutes les conjectures et les affabulations sur une possible relation entre Charlotte et Alfred van der Smissen, notamment en raison de la soi-disant ressemblance frappante, selon certains, entre Weygand et van der Smissen. Alors, dans son ouvrage de 2003, Maxime ou le secret Weygand, Dominique Paoli va démontrer que Maxime Weygand est bien le fils du général van der Smissen et d'une comtesse autrichienne, Mélanie Zini-Metternich, mais nullement de Charlotte qui, elle, n'a pas eu de descendance. Alors, il est vrai que certaines des phrases assez troublantes et mystérieuses écrites par Charlotte dans ses lettres de folie, rédigées en 1869, c'est-à-dire un an et demi après son rapatriement en Belgique en juillet 1867, feront couler beaucoup d'encre. Je vous en cite deux brefs extraits. « J'étais grosse 9 mois de la rédemption du diable, 9 mois de l'Église, et maintenant je suis grosse de l'armée. Faites-moi accoucher en octobre. » Et deuxième extrait, « Le mariage que j'ai fait m'a laissé tel que j'étais. Jamais je n'ai refusé des enfants à l'empereur Maximilien. Mon mariage fut consacré en apparence. L'empereur me le fit croire, mais il ne l'a pas été. Point par mon fait, car toujours je lui ai obéi, mais parce que c'est impossible ou je ne serais pas resté ce que je suis. » Alors, on peut évidemment essayer d'interpréter ces
ce délire épistolaire de Charlotte. Charlotte voulait-elle dire qu'elle était restée vierge, que son mariage avec Maximilien n'aurait pas été consommé, des hypothèses qui, bien entendu, alimenteront de nombreux commentaires sur la condition sexuelle des époux. Récemment, une collègue, après avoir lu mon ouvrage, donc, paru en 2020, avançait l'hypothèse qu'une femme aussi virile que Charlotte était probablement un homme trans. Alors, après l'exécution de Maximilien, donc à la mi-juin 1867, la Cour de Belgique a donc décidé de rapatrier Charlotte. Elle mourra 60 ans plus tard, en janvier 1927, au château du Bockhout, situé très près du château de Laken. Comme vous savez, c'est la résidence des rois de Belgique. Alors, pour revenir donc sur ce délire épistolaire donc, qui dure du 16 février au 15 juin 1869, disons que ce sont quelques 400 lettres de folie que Charlotte va rédiger, la plupart à l'intention de Napoléon III, mais surtout de Charles Loisel, un officier français qui fut l'aide de camp de Maximilien et qui fut son bras droit à elle lors de ses régences. Et je cite la psychanalyste Coralie van Kerkhoven qui dit « Lettres de folie où les thèmes délirants se mêlent et s'entremêlent dans une sarabande infernale. Vision christique, changement de sexe, fantasme de fustigation, délire de filiation, obsession de l'empoisonnement. » Quant au psychiatre Émile Meurice, il y distingue 3 thèmes fondamentaux qui s'entremêlent dès les premières lettres. Premièrement, la quête d'une nouvelle filiation avec Napoléon Ier et son neveu Napoléon III. Deuxième thème récurrent, un thème religieux, une vision christique, à savoir un parallèle entre le sort du Christ mort sur le Golgotha et celui de Maximilien exécuté avec ses 2 généraux, Mejía et Miramón, sur le Cerro de las Campanas à Querétaro le 19 juin 1867, et finalement, la revendication de sa masculinité et un désir de changer de sexe. Non seulement Charlotte signera ses dernières lettres du nom de Charles, mais à plusieurs reprises, elle indique qu'une telle mutation constituerait un remède à sa détresse et lui permettrait de réaliser de grandes choses. J'en cite un très bref extrait. Elle dit « Si j'avais été homme en 1864, Querétaro aurait été épargné. » Alors, en guise de conclusion, comme l'écrivait Lucie Decaux dans son roman « Charlotte et Maximilien, les amants chimériques » de 1937, avec Max et Charlotte, le romanesque chassé par la vie officielle ne perdait pas longtemps ses droits. Nombreux sont les écrivains donc, de langue française et autres qui, en effet, ont fictionnalisé les figures de Maximilien et surtout de Charlotte. Le roman le plus connu est toutefois celui de l'écrivain mexicain Fernando del Paso, Memorias del Imperio de 1987. Bien entendu, dans le roman et leurs pièces de théâtre, les romanciers et les dramaturges peuvent se permettre des libertés, notamment celle de remplir les blancs, des libertés auxquelles les historiens, en principe, n'ont pas droit. Et je vais me permettre de terminer en m'auto-citant. Donc, vous avez la longue citation sur l'écran. Tandis que l'historien interprète les faits pour offrir au lecteur une reconstruction censée être rigoureuse et objective de l'existence et de la trajectoire d'une figure historique, le biographe romancier peut profiter de sa liberté de fiction pour pénétrer plus en profondeur l'âme de ses personnages, pour s'immiscer davantage dans leur intimité, dans leur vie privée, dans leur quotidienneté. Il peut faire preuve de plus d'ironie et d'audace à tous les niveaux, notamment stylistiques. Il n'est donc nullement étonnant qu'un même écrivain rédige des biographies historiques et romanesques, qu'un historien cède à la tentation d'écrire des biographies fictionnelles,
ce qui lui permet d'enrichir son récit de touches plus émotives et psychologiques, d'inventer des dialogues qui ne se produisirent sans doute jamais, de mettre dans la bouche de ses personnages des paroles qui ne furent sans doute jamais prononcées, de leur faire rédiger des lettres qui ne furent jamais écrites. Profitant de sa liberté, le romancier pourra multiplier des voix distinctes et combiner d'innombrables perspectives, tout comme Fernando del Paso dans ses Noticias del Imperio, un roman que nombre de critiques ont qualifié de fresque encyclopédique de symphonie bactinienne. Assurément, une telle multiplicité de voix, de celle de la vieille et folle impératrice Charlotte à celle d'un simple soldat, permet au romancier mexicain d'offrir au lecteur de nouvelles perspectives sur les personnes et les faits face à la version froide et officielle rédigée par les historiens. Et n'est-ce pas, après tout, la grandeur de la littérature et ce qui la rend indispensable, car, comme l'écrivait le romancier franco-belge Hubert Nissen, sans doute plus connu comme fondateur des éditions Actes Sud, dans son roman « Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie », et je le cite, « Rien, ni les journaux, ni les archives, ni les témoignages, ni les lettres, ni les enregistrements, ni les films, pas même les mémoires, rien ne vaudrait dans les siècles des siècles, à l'heure des recherches sur notre temps, que le testament romanesque laissé par chaque génération. » Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci André. Nous te remercions vraiment d'une conférence passionnante sur un personnage qui est vraiment suggestif. Et je crois que nous avons pas mal de questions à te poser. Je vais me permettre de te poser ou de lancer une série de suggestions. D'un côté, tu nous as parlé d'un personnage dont l'histoire, même l'histoire événementielle, a été très compliquée, une destinée politique qui a abouti, dont les dénouements étaient vraiment tragiques. Mais cette condition tragique, nous pouvons la trouver dans l'histoire, la prétendue histoire d'amour entre Charlotte et Max. Voilà, une question. Ce sont des témoignages, ce sont des anecdotes qui obéissent d'un côté à des données, à des repères, mais il y a aussi des hypothèses. Donc, où est la frontière? La frontière est poreuse entre la réalité et les imaginations, les interprétations, voilà, d'un côté. Et de l'autre, la question de la folie, qui est d'un côté, qui est d'un côté effrayante, mais aussi attrayante. Donc, c'est un élément qui contribue à faire d'autant plus intéressante la figure de l'impératrice. Et troisièmement, tu viens d'en faire mention, il y a ce personnage, nous pourrions le rapprocher de sa belle-sœur Sissi, qui est une femme également marquée par une destinée tragique, par une instabilité psychique. Donc, où est l'histoire, où est la légende? C'est-à-dire que tu as parlé de la mise en roman, de la fictionnalisation de ces personnages. Leur vie est déjà a suffisamment d'ingrédients pour en faire une fiction, pour en faire un roman. Donc, où est cette frontière? Dans quelle mesure ce personnage est rentable pour l'élaboration d'une fiction romanesque? Je voudrais que tu approfondisses. Alors, la frontière ici entre l'histoire et la légende effectivement est faible parce que on voit même, je le dis dans mon livre, que évidemment les chapitres qui sont consacrés à l'histoire, en plus le titre du bouquin dit bien que j'ai une perspective un peu cancanière sur les personnages. C'est ça qui était passionnant, parce qu'il ne s'agissait pas de réécrire un livre d'histoire et de raconter ce qui avait été dit. C'est vraiment de chercher. C'est un peu l'histoire par le petit bout de la lorgnette, non? On essaie de trouver un petit peu tout ce qui est
ce qui est plus passionnant dans cette histoire. Et, et donc, les chapitres qui sont consacrés à l'histoire sont en général plus brefs et plus ennuyeux aussi que, logiquement, qui sont consacrés à la mise en fiction. Mais on constate que les historiens ne savent pas vraiment sur quel pied danser parce qu'on a pas mal d'historiens qui font quand même de légères allusions aux légendes, à certaines médisances, aux intrigues, mais sans oser véritablement se prononcer en disant, voilà, on raconte ça, mais on ne se prononce pas. Tandis qu'évidemment, ce qui est beaucoup plus amusant, c'est ce que les romanciers peuvent, ils peuvent lâcher la bride à leur imagination, et donc ils peuvent approfondir, ils peuvent en rajouter, etc. Bon, il y en a qui, on le sait bien, exagèrent complètement, notamment, évidemment, un sujet qui est absolument passionnant pour les romanciers, en tout cas certains romanciers, ce sont les histoires extra-conjugales de Maximilien et de Charlotte. Mais je crois que Charlotte était apparemment une personne extrêmement sérieuse et qui n'était pas du tout une coureuse, contrairement à son mari sans doute. Et donc, bon, cette frontière, elle est, comme tu l'as dit, extrêmement poreuse. Donc, je crois que c'est à chaque lecteur là, de faire un petit peu le tri dans ce qui est raconté, entre ce qui est vraisemblable et ce qui n'est pas du tout vraisemblable. Mais là, la frontière, elle est presque imperceptible à certains moments. Bon, par exemple, il y a un autre sujet qui est absolument passionnant, et si je l'ai à peine évoqué, ce sont la généalogie de Maximilien, qui serait le fils de Napoléon II, donc le petit-fils de Napoléon Ier, et qui serait en plus le père de Weygand. Donc ça veut dire que Napoléon Ier serait l'arrière-grand-père du général Weygand, qui a sauvé la France en 1945. Donc ce sont, et certains, évidemment, maintenant on sait que c'est tout à fait faux, mais certains romanciers au XXIe siècle alimentent encore cette légende-là. Donc, évidemment, là, on sait bien que c'est pas, enfin, il faudrait des preuves d'ADN pour en savoir plus et pour être fixé définitivement, mais je veux dire que ça, c'est évidemment la joie de lire ces romans, de voir comment l'imagination des romanciers peut galoper vraiment sans obstacle. En ce qui concerne la folie, en fait, on ne sait pas vraiment si Charlotte était folle ou pas. Est-ce qu'elle faisait semblant d'être folle pour qu'on la laisse tranquille? Parce qu'elle a quand même vécu pendant 60 ans en Belgique après son retour, donc jusqu'à sa mort en 1927. Et donc, certains avancent l'hypothèse qu'elle feignait la folie pour qu'on la laisse tranquille, puisque pendant 60 ans, elle a vécu une vie absolument tranquille, royale, on pourrait dire, dans bon, un peu à Tervuren, un peu au château de Tervuren, un peu au château de Lac, et puis 50 ans au château du Bocot. Vous voyez que j'ai projeté une photo de ce château du Bocot, et certains disent que finalement ce château ressemblait un peu à Miramar. Et donc, c'était un peu son empire mexicain, que ça lui permet de rêver. Et bon, apparemment, dans ça, il y a aussi une autre légende qui est vraie ou qui n'est pas vraie, c'est difficile à dire. Certains historiens en parlent, que dans sa chambre, elle avait un portrait grandeur nature de Maximilien, et que de temps en temps, elle s'adressait à lui en lui disant enfin, qu'est-ce que tu as fait? Mais enfin, est-ce que tu vas revenir bientôt, etc. Donc, c'est peut-être un jeu de la part de Charlotte, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et puis alors Sissi, évidemment, elle ne s'entendait pas du tout avec Sissi. Bon, il y a plusieurs anecdotes croustillantes aussi, comme quoi le grand chien, quand elle rend visite à Charlotte à Miramar, le grand chien de Sissi dévore le petit bichon, on dit, de Sissi, et que ça aurait été de Charlotte, et que ça aurait été vraiment un des épisodes tragiques également dans la vie de Charlotte. En plus, bon, certains avancent l'hypothèse que Maximilien aurait eu des relations
extra-conjugale avec Sissi. Donc, sans doute que non, mais on y fait quand même allusion au cas où. Et donc, évidemment, certains romanciers reprennent la légende ou la médisance, peut-être davantage une médisance. Et donc, voilà, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre en relation les deux trajectoires tragiques, et notamment lorsque Charlotte et Maximilien habitent à Miramar, ils vont acheter une petite île qui s'appelle l'île de la Croma. Et quand ils vont visiter cette île, c'est une île qui est en quelque sorte enchantée. On dit qu'un des moines, ils achètent un domaine là, un des moines leur dit surtout n'achetez pas ce domaine parce que cette île va vous porter malheur. Tous ceux qui la visitent meurent tragiquement. Et on sait que, par exemple, Sissi est allée dans l'île et on sait qu'elle a été assassinée à Genève. Et d'autres personnes de la famille royale autrichienne, impériale autrichienne, également sont rendues dans cette île et ont également connu une fin tragique. Donc, c'est vrai que ce sont des trajectoires qui à certains moments, en tout cas, se recoupent, évidemment. Oui. Mais bon, je dirais que c'est vrai que, bon, comme je le dis, mais sur d'autres sujets aussi. Bon, puis là, je t'en ai déjà brièvement parlé. Bon, moi, j'ai pas mal travaillé sur la Shoah ces dernières années, parce qu'il y a vraiment beaucoup de descendants de la première et la deuxième génération de ceux qui ont été dans les camps, qui publient des ouvrages où ils ont essayé de reconstituer l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et très souvent, ces écrivains présentent leur ouvrage ou leurs ouvrages comme des romans, parce que dans la reconstitution qu'ils font de l'histoire de leurs parents ou de leurs grands-parents, il y a énormément de blancs, des mystères, des choses qu'ils ne savent pas, et donc ils vont essayer de remplir à partir de certains indices, mais en faisant appel à leur imagination. Et donc, je crois que par précaution, en grande partie par précaution, ils vont présenter leur ouvrage comme roman en disant, voilà, il y a sans doute une partie de fiction également, il y a une partie qui a été effectivement vérifiée, qui est objective, mais il y a sans doute une partie de fiction aussi. Et donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que, comme le dit Hubert Nissen dans ma dernière citation, je crois que le grand public est au courant de l'histoire plus par les romans historiques que par le fait de lire des manuels d'histoire, parce que les manuels d'histoire, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent à des gens passionnés d'histoire, à des spécialistes, à des professeurs, à des étudiants qui étudient, enfin des gens qui étudient l'histoire véritablement, mais le grand public ne lit pas des manuels d'histoire. Le grand public lit des romans historiques, et très souvent, c'est par les romans historiques que le grand public connaît l'histoire. Et c'est pour ça que c'est très important de lire de bons romans historiques, parce que c'est une source fondamentale, c'est la source principale pour un grand public. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Oui, tu as vraiment répondu à toutes les questions, même tu as avancé une question que je voulais te poser concernant la Shoah, parce qu'évidemment, je connais ton travail à propos de cette question. Et écoute, il y a certaines questions. Il y a une question posée par Anna qui met en rapport, elle suggère la possibilité d'un rapport entre un personnage passionnant comme Charlotte et Juana la Loca. Je ne sais pas, c'est des femmes mystérieuses marquées par une histoire qui n'est pas trop, où il y a des trous, où il y a… Donc, oui, enfin, moi je ne connais pas Juana la Loca, je sais qu'elle est décédée, qu'elle est morte à Tordesillas et compagnie, mais je ne connais pas suffisamment son histoire que pour faire le parallèle, mais sans doute que bon, Felipe El Hermoso, non? C'est ça, non? Donc, sans doute, elle était très amoureuse de son mari qui peut-être ne lui donnait pas toute satisfaction, je ne sais pas. Et donc, sans doute, il y a peut-être là également des parallèles à faire, mais là… Oui, c'était pas ça exactement, mais c'est surtout cette idée de femmes qui sont liées au pouvoir et qui, pour l'histoire, à la fin, elles sont devenues
dans un endroit un peu mystérieux, un peu enfermé. Donc, des fois, on ne sait pas si c'est cette histoire de Charlotte qui devient Charles, peut-être dans elle-même pense à elle-même comme à un homme. Donc, Oui, parce qu'il y a ces effectivement, rapports parce qu'il y avec... a effectivement ce Charles Loisel qui était son bras droit pendant ses régences. Et donc, il y a également beaucoup de médisance autour dessus. Est-ce qu'il était simplement son bras droit ou est-ce qu'ils dormaient ensemble? Ou est-ce qu'il était plus que son bras droit? Donc, évidemment, les historiens y font de brèves allusions et les romanciers en parlent, certains romanciers en tout cas, en parlent pendant des pages. Donc, effectivement, est-ce que quand elle écrivait, comme il y a une partie importante de sa correspondance qui s'adresse à Charles Loisel, est-ce qu'elle s'identifie à lui à un certain moment ou est-ce que c'est Charlotte qui devient Charles parce qu'elle se sent très masculine? Je n'ai pas Et la réponse. Hein. oui, moi non plus, mais je trouve que c'est intéressant ce rapport avec la masculinité, les pouvoirs, la volonté de devenir une autre personne. Voilà, j'ai trouvé quelque chose en commun avec l'histoire de Juana la Loca, je Oui, pense. oui, certainement, certainement qu'on pourrait établir des points d'attache, effectivement. Oui. Voilà, donc Carmela, on peut voir le Merci. vidéo. Bonjour, Carmela. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Non, oui, enfin moi c'était très intéressant, bien sûr, l'histoire et tous ces mystères. Et je pensais à deux choses actuelles, disons, de l'actualité. Tout d'abord, je peux te poser la question. Tu penses que dans des siècles, l'histoire de nos temps, avec tellement d'informations sur les personnes, tellement de publications, même comment dire, de publications de soi-même, quoi. Enfin, des gens qui publient sur eux-mêmes. Et avec toutes les fake news, enfin, j'ai trouvé même qu'il y avait des fake news dans le temps de Charlotte et Max. Mais qu'est-ce que tu penses que l'histoire va faire de nos temps où il y a des données, il y a une documentation, je pense, beaucoup plus, plus grande, plus énorme d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais en plus, avec Charlotte, ce n'est pas fini parce que je sais qu'il y a des historiens en Belgique qui sont en train d'essayer de découvrir toutes. Parce que c'est curieux que Charlotte, elle écrit à peu près 400 lettres comme ça, et puis plus rien. Plus rien. Pendant 50 ans. Et donc, il y a des historiens qui sont en train de fouiller dans les archives de la bibliothèque royale à Laken, etc., parce qu'ils sont persuadés qu'il y a d'autres lettres ou que Charlotte qui écrivait d'une façon absolument extraordinaire. C'est vrai qu'elle a un style très, très brillant. On le voit dans sa correspondance avant son délire logique. Elle a un style extrêmement brillant. Et donc, certains se disent, on ne peut pas imaginer qu'elle ait cessé d'écrire tout d'un coup. Donc, effectivement, Blanche Coudurier, dans son roman là, sur Charlotte, elle dit « J'espère vraiment qu'on va découvrir encore des lettres et de la correspondance et d'autres, peut-être des récits de Charlotte, parce qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à raconter et à découvrir sur sa figure. » Alors, effectivement, maintenant, dans l'actualité, il y a tellement de sources que comment est-ce qu'on pourra véritablement connaître une personne? Parce que je crois que ou bien il faudra des équipes de chercheurs qui vont y passer leur vie, ou bien on ne connaîtra que des fragments de la vie et des trajectoires des personnes. Et peut-être, effectivement, il y aura ce sera peut-être plus difficile comme on dit en Espagne, abarcar, non? La personnalité complète d'une personne et peut-être que, voilà, il y a peut-être plus
de manipulation qui pourrait être faite, parce qu'on ne pourra peut-être retenir que certaines facettes d'une personne Oui. et ne pas pouvoir Ouais. voir l'ensemble de ce qui existe sur la personne en question. Mais oui, mais en fait, ça arrive, enfin, c'est des interprétations. Et d'ailleurs, j'étais en train de penser, parce que bon, moi, je suis biologiste, donc je fais des expériences, des experimentos pour interpréter un phénomène, d'accord? Ou des observations, mais j'interprète. C'est des interprétations toujours que je fais. Et l'histoire qui m'a choquée vraiment, c'est ces commentaires du frère. C'était le frère de Charlotte. Quand, après la nuit de noces, elle dit, je suis tellement étonnée, j'étais vraiment très étonnée. Et alors, il ne demande rien. Mais ça, c'est très commun entre nous. Même si quelqu'un te dit vraiment enfin, un commentaire, te fait un commentaire de ce genre, est-ce qu'on demande plus? On va jusqu'au fond? Eh ben non, alors on rentre pas vraiment dans la tête des personnes. Donc, c'est passionnant vraiment de voir que enfin, l'histoire pure ou l'histoire romancée, si c'est sérieux, s'il y a des, comme tu dis, c'est vraiment rigoureux, disons, parce que bon, c'est basé sur des documents fiables et tout ça. À la fin, on interprète toujours, enfin, on traduit, quoi, on traduit des commentaires, des lettres, des textes, non, ces textes que tu as mis qui sont vraiment passionnants parce qu'on ne comprend pas très bien, on peut interpréter tellement de pensées de Charlotte. Enfin, vraiment, tu nous as passionnés, maintenant on est tous… oui, mais je sais pas, je vois parmi ceux qui sont présents dans cette réunion, je vois un Carlos D. Est-ce que c'est Carlos de Carlos? Qui est historien et qui pourrait peut-être nous en dire plus là-dessus. Voilà, je ne suis pas sûre, mais peut-être il n'a pas accès au audio parce Je vois qu'il y a qu'il essaie de se connecter, mais il arrive pas. Connexion à l'audio, là, mais c'est Carlos de Carlos? Alors, je vois qu'il y avait une question qui demandait si certains personnages sont plus novélisables que d'autres. Sans doute, effectivement. Bon, je crois qu'on en a un bon exemple. Effectivement, ils ont une vie tellement romanesque et tellement mouvementée que forcément, il y a énormément d'épisodes qui sont sujets à être novélisés ou mis en fiction. Il y a des gens qui ont, je ne sais pas moi, je prends par exemple le roi actuel de Belgique, Philippe. Je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait raconter sur… je ne vois pas tellement un roman sur lui parce que j'ai l'impression qu'il a une vie assez monotone, mais donc, effectivement, la vie de Charlotte et de Maximilien était une vie tellement mouvementée et tellement déjà romanesque que finalement, il est normal que des romanciers se soient penchés sur eux. Mais bon, là, je veux dire que je ne vois pas très bien non plus le roman qu'on pourrait écrire sur ma propre vie à moi, parce que c'est une vie très, très routinière, donc, comme la plupart d'ailleurs, comme la plupart des gens, certainement. Et André, il y a une autre question. Quel genre littéraire, dans quel genre littéraire s'insèrent les ouvrages qui évoquent l'histoire de Charlotte de Maximilien? Y a-t-il une tendance dominante, l'Uchronie, le roman historique? Oui, oui, bien sûr, absolument. Des romans historiques et quelques pièces de théâtre. Oui, d'ailleurs, dans mon PowerPoint, j'aurais pu mettre une
Bon, la dernière diapositive, c'était la liste des ouvrages, mais bon, je n'ai pas voulu trop allonger. Mais oui, il y a pas mal de… Bon, de toute façon, bon, si ceux de la UAM sont intéressés, je crois que les 2 bouquins se trouvent à la bibliothèque des Humanidades, donc vous pouvez les consulter là et voir un petit peu les romans qui sont écrits. C'est beaucoup de romans, effectivement. Il y a d'autres questions? D'autres suggestions, des commentaires? Parce que en fait, il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal de commentaires qui t'ont donné l'occasion d'élargir les contenus de ta conférence et en fait de ta recherche. Tu as en fait parlé de la Shoah, justement à quel point un événement qui a été connu par tout le monde et montré à travers le roman un discours marqué par la subjectivité. Je trouve que peut-être le roman ne remplace pas l'histoire, mais ça, tel que tu l'as formulé, ça peut être un instrument pour la restituer d'une autre manière. Je crois que ça la complète. Je crois que ça la complète. Effectivement. Donc, d'autres questions? Donc, nous n'avons qu'à te remercier et à remercier tous les participants parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est une réunion partagée, et à remercier les organisatrices, nommément Anna Tovar qui est là. Et bon, je te donne la parole. Merci. Merci Pilar et merci André. Et, vraiment, c'était un sujet super intéressant pour ouvrir ces nouvelles années académiques pour les pôles francophones. Et je voudrais dire bonjour à Salah Khan qui est aussi avec nous aujourd'hui, qui sera les prochaines invités du pôle francophone. Il est aussi un collègue du département de philologie française. Donc, on va faire là une petite famille pour l'épaule. Donc, on vous attend pour les prochains jeudi 28 octobre pour les conférences de Salah. Donc, bonne soirée à tous et merci bien de nous rejoindre encore une fois. Nous serons au rendez-vous. OK, donc à prochain. Merci bien. Voilà, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.